Mesdames et messieurs, où que vous soyez, merci de votre fidélité à cette émission. On s'intéresse aujourd'hui aux conditions de vie des journalistes. Vous le voyez sur l'écran, notre invité de parcours est Sékou Djamal Pendessa, syndicat de la presse professionnelle de Guinée. L'entretien va porter sur les conditions de vie et de travail des journalistes. Camarade, bonjour. Bonjour, camarade Oulare. Merci de répondre à notre invitation. Merci pour l'invitation. D'accord, vous êtes syndicat de la presse professionnelle de Guinée. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la presse guinéenne depuis un certain moment? Oui, l'évolution de la presse guinéenne, ces 2 dernières, sinon 3 dernières années, connaît un peu de révolution avec l'arrivée de nouveaux médias qui ont plus ou moins changé un peu les conditions de vie et de travail de certains journalistes, ceux-là qui ont eu la chance d'être contactés par les nouvelles entreprises de presse qui sont venues avec une certaine force, c'est ce qu'il faut dire. Donc, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, ont eu leurs conditions de vie changées plus ou moins de façon positive, mais aussi à certains qui ne sont pas allés, mais grâce à l'arrivée de ces médias qui sollicitent beaucoup de bons journalistes, il y en a qui ont vu sur place leurs conditions de vie changer parce que les anciens patrons étaient obligés d'augmenter les salaires de beaucoup de journalistes pour ne pas qu'ils partent. Donc ils se disent non, ne partez pas, on est en train d'améliorer certains projets. Et puis voilà, si vous étiez payé à tel montant, j'augmente tel pour que vous puissiez rester. Et puis ça, c'est en attendant. Donc voilà un peu. Donc la prolifération des médias exactement, a permis aux journalistes voilà, de se frayer un chemin. Et a facilité un peu le travail du syndicat parce que si avant, quand on exigeait la signature de la convention collective qui doit remplacer les contrats de travail qui n'existent pratiquement pas dans le monde des médias, beaucoup de patrons refusaient, mais aujourd'hui, quelques-uns parmi eux ont compris. Ils se disent, attention, on va tout mettre en œuvre pour aller vers cette convention collective. Pas plus tard que 2 semaines, j'échange avec un président d'une association patronale de presse qui a dit justement, quand je l'ai interpellé pour lui dire il faut qu'on reprenne les négociations pour aller vers la signature de cette convention, il a dit désormais, lui, il se met devant ce travail-là, il va mobiliser ses amis patrons pour qu'on puisse reprendre les travaux justement. Parce qu'aujourd'hui, ils ont pris conscience que lorsque vous êtes dans les règles dans une entreprise, c'est que ce n'est pas en faveur d'un seul camp. Vous voyez, s'il y a un contrat de travail, par exemple, c'est bon, ça protège le patron, ça protège aussi l'employé. Parce qu'un journaliste, s'il y a un contrat de travail entre vous, il ne peut pas se lever un beau matin pour dire je m'en vais. Parce que la loi exige à ce qu'il y ait un préavis, selon qu'on soit de telle ou telle catégorie professionnelle au sein de l'entreprise, il y a un préavis de 3 mois. Pour les cadres, il y a un préavis de 2 mois, un préavis de, pour les cadres de maîtrise, c'est 2 mois, mais pour les agents d'exécution, c'est 1 mois. Vous comprenez? D'accord. Donc tout est réglementé. Donc s'il y a un document entre vous, le patron ne sera pas surpris. Mais puisqu'on a chanté pendant des années, ils ont refusé de signer la convention collective. C'est les patrons médias qui ont refusé. Après le départ de leurs journalistes sur les antennes d'un média concurrent, un beau matin, ils se connectent pour écouter et puis c'est la voix de son journaliste qui passe là comme animateur principal alors qu'il a créé un vide chez lui. Soit il animait là-bas une émission, soit il jouait un grand rôle au niveau de la rédaction politique. Et puis voilà, le patron ne sait pas comment combler ce vide tout de suite, si peu qu'il y a des émissions qui peuvent chômer pendant un bout de temps avant qu'on ne trouve un autre animateur. Oui, camarade, cela lâche directement vous le savez, ces départs dans certaines entreprises de médias souvent a comme cause principale les conditions, l'amélioration des conditions de travail des journalistes. Jusqu'à présent, on retrouve des journalistes qui ne sont même pas salariés, même le SMIC qui est recommandé par l'État n'est pas respecté.
Que fait le syndicat dans ce sens? C'est encore beaucoup, c'est beaucoup. L'exemple que j'ai donné, puisque vous avez demandé l'évolution des médias, c'est pourquoi j'ai donné cet exemple. Donc si vous prenez le pourcentage des journalistes dans le lot, les journalistes qui ont eu cette chance, ils ne sont pas nombreux par rapport à ceux-là qui travaillent dans des conditions précaires. Donc à ce niveau, ils sont encore très très nombreux. Non seulement il y en a ceux qui n'ont pas de contrat de travail. Mais ils sont nombreux, hein? Si on peut estimer à 95%, vous comprenez. Mais même ceux-là qui ont des contrats de travail, les salaires ne sont pas comme ça. Vous comprenez. Et pire encore, il y a d'autres qui ne sont même pas salariés. Ils travaillent pendant des années comme stagiaires, ou ils ne sont pas stagiaires, mais ce qu'on leur donne, on ne peut pas qualifier ça de salaire, parce que lorsqu'on n'atteint pas le SMIC, on ne peut pas parler de salaire, peut-être c'est des primes. Vous comprenez? Et c'est difficile. Maintenant, pour répondre à votre question, ce que le syndicat fait, le syndicat met pression toutes les fois qu'on se retrouve en réunion, on dit c'est quoi la suite de notre convention collective, et puis on interpelle les patrons. Je vous disais qu'il y a 2 semaines, j'ai interpellé, je ne sais même pas si ça a atteint 2 semaines, un autre patron pour le dire, parce que c'était le 2e patron d'association, ou le président d'association patronale, que j'ai appelé ces dernières semaines. Les deux là sont tous d'accord qu'on doit aller vers cette convention collective. Maintenant, on ne va plus se limiter à leurs engagements verbaux là. C'est pourquoi nous avons envisagé d'adresser des courriers maintenant, avec des décharges à l'appui, parce qu'il nous faut ça maintenant, parce que toutes les fois que vous les interpellez, ils se disent oui, on va aller bientôt vers cette convention, on va vous convoquer d'un moment à l'autre, on va finir de se concerter, on ne vous invite pas. Maintenant, nous, on a envisagé de faire des lettres, les lettres sont déjà prêtes dans la machine, on va essayer de les imprimer, et puis avec une proposition de date. On dit, nous proposons qu'on reprenne les négociations à telle date. On va leur envoyer ça. Et puis des décharges à l'appui, c'est des preuves. Comme ça, si cette date dépasse, ils ne font rien. Ça va servir de preuve aux yeux de l'opinion, ou plus précisément, pour dire que vous voyez ce que le syndicat fait. Depuis très longtemps, on interpelle les patrons, ils ne font rien. Et bien entendu, on leur a écrit cette fois-ci pour avoir des preuves. La date qu'on a proposée, non seulement n'a pas été respectée, mais en contrepartie, il n'y a pas eu de proposition de date. Et par conséquent, on ne va pas tout dévoiler, mais que chaque travail se prépare à ce que nous pourrions donner comme consigne dans les mois à venir. Parce que nous étions en train de faire un travail préalable. Il y a de ces stratégies que vous ne pouvez pas mettre en place en termes de lutte syndicale sans pour autant avoir une assise syndicale réelle. Vous comprenez? Okay. Si vous constatez ce que nous sommes en train de faire... Mais à ce niveau, est-ce que vous n'êtes pas en position de faiblesse? On n'est pas en position de... Chaque jour qui passe, on se réconforte dans notre position. Peut-être dans les... mois passés, on pouvait dire qu'on était en position de faiblesse parce qu'on n'avait pas une assise syndicale réelle sur l'ensemble du territoire. Okay. Et on vient de mettre en place des antennes au niveau de toutes les régions administratives du pays, vous l'avez constaté. Et en ce moment, on communique réellement avec tous les journalistes du pays. D'accord, monsieur Même ce matin encore, il y a eu des échanges. S'il peut que, quand le temps est donné à Conakry, c'est jusqu'à Yomo. Mais avant, on ne pouvait pas faire un mouvement national parce que voilà, on était à Conakry, un peu à Kindia, ça se limitait on était éparpillés. Il n'y avait pas de solidarité. Voilà, c'était compliqué. Ok, on ne peut pas parler de la liberté de la presse ou de, comment on appelle, du professionnalisme sans qu'il y ait le minimum de conditions de travail. Aujourd'hui, ils sont nombreux des journalistes qu'on considère comme des journalistes alimentaires. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette presse soit beaucoup plus indépendante? Au niveau national comme au niveau international, tout le monde est unanime, les acteurs du monde des médias, que la première condition qui puisse mettre le journaliste dans une situation d'indépendance, dans une situation de liberté, c'est les conditions financières. Vous comprenez? Il faut que le journaliste soit à l'abri du besoin.
Sinon, ça va lui être très difficile d'être un journaliste véritablement professionnel. C'est l'idéal. L'impartialité surtout. surtout. S'il est dans le besoin, quelquefois, si ce n'est pas quelqu'un qui est très dur de caractère, il est obligé de céder à des tentations. Vous comprenez, quelqu'un pourrait lui proposer un gros montant. En contrepartie, il faut soutenir tel dossier, même si c'est un faux dossier. C'est des pratiques qui existent. Hein. Ah oui, ah oui. Vous comprenez? Ah oui. Donc, il y a la corruption partout. Voilà, ah donc oui. c'est déplorable. Mais pour résister à cette tentative, il faut payer le journaliste qu'il ait un salaire qui puisse... Même si on dit que ce métier ne fait pas vivre son homme, on ne doit même pas dire ça. Peut-être on peut dire que ça ne doit pas rendre quelqu'un riche, mais ça doit te faire vivre. Tu dois vivre de ton métier. Vous comprenez? Donc, que tu puisses couvrir les besoins du mois quand même, si cela est fait, voilà, le reste là, c'est le caractère noble de notre métier qui compte. D'accord. Voilà. On va parler maintenant de la loi qui protège les journalistes. Expliquez-nous un peu cette loi, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le métier, qui ne connaissent pas cette loi et comment on la respecte. C'est pourquoi, des fois, du jour au lendemain, certains s'y retrouvent dans les problèmes et ils ne savent pas à quel sein il faut s'y vouer. Bon, la L002, cette loi sur la liberté de la presse, quand on parle d'elle, la première des choses à retenir, beaucoup disent directement la dépénalisation des délits de presse. Vous comprenez? Mais si vous analysez en profondeur, il est plutôt judicieux de parler de dépénalisation partielle des délits de presse, parce que ce n'est pas totalement dépénalisé. Vous comprenez? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela veut dire qu'un journaliste mis en cause dans l'exercice de son métier ne doit pas aller en prison. Vous comprenez? Vous êtes en train de travailler et puis une erreur, comme dans cette émission, c'est produite. Qu'on donne des fausses informations. Le journaliste doit faire un effort quand même pour éviter de le faire, mais ça peut arriver qu'on donne des fausses informations et que celles-ci portent préjudice à la paix, à la quiétude. À un citoyen, et puis lui peut porter plainte. Donc dans ce cas, on ne peut pas nous envoyer en prison parce qu'on était dans l'exercice de notre métier. Mais il y a beaucoup de pièges dans la L002, parce qu'il faut que les journalistes le comprennent. Il y a dans certaines conditions, d'abord les premiers pièges, il y a des aspects sur lesquels le journaliste peut se retrouver en prison de façon provisoire. On parle de détention préventive ou provisoire, en attendant le verdict final. Vous comprenez? Il y a un renvoi quelque part de la L002, c'est que lorsque vous avez affaire, par exemple, quand on parle d'offense au chef de l'État, offense au chef de l'État, quand vous êtes mis en cause dans cette affaire, le procureur a la possibilité de vous mettre en prison en attendant le verdict final. Mais une fois que le verdict final est prononcé, il n'y a plus la possibilité de vous garder en prison, parce que là-bas, c'est que la peine, la L002 prévoit comme peine, c'est au maximum 5 millions de francs guinéens à payer comme amende. Vous comprenez? Donc que les journalistes fassent attention. Ce n'est pas souhaitable quand même, pour une simple question d'offense au chef de l'État, les journalistes ne devaient pas se retrouver en prison. Mais malheureusement, c'est l'un des pièges de la L002. Vous avez vu comment le doyen Djoundé s'est retrouvé en prison oui, l'année passée, qui a fait des tollés. C'était difficile, mais c'est ce que prévoit justement la loi. Mais le procureur aussi n'est pas obligé de lui envoyer. C'est la possibilité qu'il lui est donnée. On dit qu'il peut l'envoyer en prison en attendant la fin du procès. Parce que on dit si le journaliste réside en Guinée, il ne peut être envoyé en prison que dans les cas prévus aux articles 100, 101, on a sauté 102, on vient d'être 103, 104 jusqu'à 106. Et quand vous regardez la liste de ces 106, vous retrouvez justement outrage au chef de l'État. Donc ça, c'est un premier piège. Deuxième piège, il y a la possibilité de condamner les journalistes même avec une peine privative de liberté, même après le verdict final. Cette fois-ci, ce n'est même pas détention provisoire, mais d'aller en prison après le verdict final. C'est, par exemple, dans le cadre d'incitation à la haine ethnique ou raciale. Vous comprenez? Incitation au meurtre, par exemple. À ce niveau, on te dit que lorsque vous incitez au cas de meurtre, par exemple, lorsque votre incitation a été suivie d'effet, c'est-à-dire vous avez incité
et puis quelqu'un est passé à l'acte à cause de votre incitation au meurtre, il tue quelqu'un, vous serez considéré comme un complice du meurtre. Ce n'est pas vous l'auteur principal, mais vous êtes complice du meurtre qui est arrivé. D'accord. Et là, on vous renvoie directement, on quitte dans le cadre de la L002 pour aller plonger dans le code pénal. D'accord. Cette fois-ci. Et dans le code pénal, et le complice et l'auteur principal sont au même pied d'égalité. Sont traités de la même manière. Vous imaginez? Ok. Donc, à ce niveau, on peut bien entendu condamner un journaliste à la peine privative de liberté, contrairement à ce que c'est pourquoi, c'est pourquoi je disais au début, quand on analyse la L002 en profondeur, on ne peut pas parler de dépénalisation, mais de dépénalisation partielle. D'accord. Maintenant, surtout, on s'intéresse à ce délit de presse. Il y a des journalistes qui font des publications sur les réseaux sociaux. En cas de dérapage, est-ce qu'il sera pris en tant que journaliste ou bien en tant que citoyen sur les réseaux sociaux? Voilà, je termine justement sur ce que je viens d'expliquer. Je vous ai dit que lorsque votre incitation a été suivie des faits, vous êtes condamné comme complice du meurtre. Oui, oui. Mais même si on était au début, ça a été suivi du début seulement, l'intéressé commence à passer à l'acte, mais il n'a pas terminé de tuer le gars, ça se limite là, il a été empêché, vous serez condamné. Ça, c'était une autre précision à apporter. Okay. Maintenant, concernant les réseaux sociaux, justement, en Guinée ici, lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux, même si vous êtes journaliste, parce que la L002 précise, ce n'est pas la personne de celui-là qui agit qui est protégée par la L002, mais le canal par lequel il a communiqué. Ça fait partie. Vous comprenez? Okay. C'est-à-dire, si vous communiquez dans un média, en tant que journaliste, vous serez protégé par la L002. Mais si vous communiquez sur les réseaux sociaux, alors là, même si vous êtes journaliste, vous n'êtes plus couvert par la L002. Ah, okay. Cette fois-ci, vous tombez sous le coup de la L037, si j'ai bonne mémoire. Et c'est cette loi qu'on appelle la loi sur la cybersécurité. La cybersécurité. Vous comprenez? Oui. Donc c'est là où on va vous juger, c'est sur la base de cette loi qu'on va vous juger, et cela prévoit des peines très sévères. Il faut le dire. C'est là où vous voyez même 10 ans de prison, etc. C'est prévu dedans avec des amendes qui vont coûter cher à votre média. D'accord. Ou bien à votre personne, parce que cette fois-ci, ce n'est plus le média qui est concerné. D'accord, camarade. Donc il faut que les journalistes fassent très attention. Très attention. Il faut plutôt communiquer sur les médias. Les médias. Si c'est un site, vous pouvez après partager le lien de votre article sur votre page. Là, on ne peut pas vous incriminer parce que vous avez pas. Vous avez puisé sur un site, par exemple. Vous publiez directement sur votre compte, vous êtes exposé. D'accord. Chers téléspectateurs, gardez votre position. On part à la pause et on revient pour continuer cette émission. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission consacrée au métier journaliste. Monsieur Sékou Djamal Pendessa, syndicat de la presse professionnelle de Guinée, est notre invité. Camarades, on vous a vu ces derniers temps, surtout pendant la mise en place du CNT. Vous avez insisté sur la représentativité des journalistes. Pourquoi ? Oui, cette question elle est très importante et pertinente parce que beaucoup de Guinéens ne savent pas comment marchent les choses. Comme certains l'ont vu avec tout le combat qu'on a mené, ils se disent mais pourquoi les journalistes se battent pour être là-bas? Beaucoup ont pensé à une question d'argent. Oui. Alors que c'est pas ça, si on voulait de l'argent, c'est profond. On nous propose beaucoup de choses. On pouvait aller là-bas, ce n'est même pas au CNT parce que ce qu'on pourrait gagner ailleurs, on ne peut pas l'avoir au CNT. Oui. Vous comprenez? Mais c'était quoi l'enjeu? Vous savez, les périodes de transition sont très riches en termes de textes de loi. Au cours de cette transition, beaucoup de lois seront révisées, même la L002. Oui. Et beaucoup de nouvelles lois qui n'étaient pas dans l'arsenal législatif du pays seront introduites. Oui. Vous comprenez? D'autres seront amendées. Et nous, on s'est dit, oui. La charte de la transition a fait une ouverture, a prévu la presse parmi les conseils du CNT. Pourquoi ne pas aller en tant que représentant des travailleurs pour veiller au grand, pour ne pas qu'on vote des lois qui vont avoir des impacts négatifs sur les travailleurs que nous défendons. Oui.
Vous comprenez? Parce que quand vous faites une rétrospective, toutes les lois concernant la presse, vous vous rendez compte que c'est le patronat qui a été toujours privilégié dedans. Pourquoi? Parce qu'au niveau du CNT de 2010, les employés n'étaient pas représentés là, c'était des patrons. Donc ils ont taillé les lois sur leurs mesures là. Vous comprenez? Et il fallait, on a voulu casser ça cette fois-ci. Malheureusement, vous connaissez la suite, il y a eu encore des manigances pour les maintenir. Il y aura des lois, par exemple, nous on s'est battu pour la convention collective, on se bat encore, c'est l'ADN du syndicat. Le syndicat a été créé sur la base d'une volonté d'aller vers une convention collective. Puisque les patrons refusent de signer cette convention, on avait répertorié des dispositions pertinentes, inspirées d'autres pays qui ont des législations avancées. On dit qu'il faudra les introduire au niveau du code du travail. C'est-à-dire ce sont des dispositions spécifiques à la presse. On prévoit là-bas des avantages, tout ce qu'on devait mettre dans la convention collective. En tout cas, même si tout ne se retrouvait pas là, on allait envoyer l'essentiel de nos préoccupations de la convention collective au niveau du code du travail. En ce moment, aucun patron n'allait dire « moi, je n'ai pas signé la convention collective, donc je ne suis pas lié ». Parce que c'est une loi nationale qui s'impose à tous. Dès qu'on allait adopter le code du travail, ça allait avoir un impact directement sur nos conditions de vie et de travail. Donc, en plus, il y a des lois comme la L002, on devait penser à réviser cela pour éliminer certaines dispositions qui nous exposent en danger. Je vous parlerai tout à l'heure le simple fait pour un chef d'État, face au chef de l'État, on envoie un journaliste en prison. Ça, ce n'est plus à la mode ailleurs. Quand vous le dites avec certains confrères étrangers, ils se moquent de vous là. Vous êtes sur quelle planète? Vous imaginez combien de fois on a offensé Donald Trump? Il y en a même qui ont dit que ça n'allait pas. En tout cas, c'est un président qui a été beaucoup plus critiqué par la presse. Vous comprenez? Mais ça ne doit pas envoyer quelqu'un en prison, même si tu n'es pas journaliste. À plus forte raison, journaliste. Donc, nous, on cherche à éliminer ça. Et on allait même refuser le droit de poursuite à des ministres dans le cadre de diffamation. Un ministre ne doit pas avoir le droit de poursuivre un journaliste pour diffamation. Dans les pays là où la législation a avancé, c'est ça. Dans ce cas, quel doit être le rôle de la HAC? Le rôle de la HAC, le rôle de la HAC, c'est de veiller comme elle le fait. Hein, c'est l'instance de régulation. Veiller sur des dérapages, convoquer des journalistes, les avertir, et puis s'il y a récidive, on les sanctionne. Maintenant, quand il y a quelqu'un, il y a un mandat contre un mandat d'arrestation contre un journaliste, pourquoi ne pas venir vers la HAC au lieu d'interpeller directement le journaliste et le conduire en prison ou devant les huissiers de justice? Ça dépend. Un citoyen qui se sent lésé par un journaliste dans son travail, il a deux choix, ou trois même. Il peut venir vers une organisation professionnelle comme le syndicat, venir se plaindre là-bas, parce que nous, on reçoit beaucoup de plaintes de citoyens, on arrive à gérer ça, ça ne fait même pas du bruit. Et puis on leur propose des solutions pratiques. Ou l'intéressé peut aller vers la HAC, tout comme il a le droit d'aller vers la justice. Donc, il y a toutes ces possibilités, mais le meilleur choix, c'est d'aller le meilleur choix, c'est d'aller vers les organisations professionnelles comme le syndicat, ou même aller vers le média, le média lui-même, qui vous a mis en cause, demander un droit de réponse. Là où les démocrates aujourd'hui, ça fait honte à un démocrate de poursuivre un journaliste. D'accord. Maintenant, quand vous faites votre image, on dit non, mais lui, il est où là? Maintenant que la presse n'est pas représentée au sein du CNT, est-ce que vous avez autre plan B pour concrétiser tout ce que vous venez d'énumérer comme avantage pour les journalistes? Le plan B, c'est cette mobilisation incroyable de la base. Vous avez vu, dès que c'est fait, on a fait passer un communiqué. Je ne sais pas si vous avez suivi le communiqué après les résultats du CNT, pour dire que le fait qu'on n'est pas là-bas ne nous découragera jamais dans notre combat. Et on sera plus fort qu'avant. Parce que quand on a traversé le feuilleton de la HAC, vous vous rappelez à l'époque,
Quand on s'est battu pour qu'on soit à la HAC, ils ont voté une loi qui nous exclut encore. On leur avait promis qu'on serait plus fort qu'avant. Et on a été plus fort qu'avant. Et cette fois-ci encore, quand on nous a exclus du CNT, on leur a dit qu'on sera plus fort qu'avant. Et c'est ce qu'on a prouvé. C'est à la suite de ça qu'on a eu à mettre en place toutes les antennes dans les régions administratives. Vous vous rappelez? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et vous avez vu ce qu'on a fait encore. On a voulu envoyer des journalistes en prison, peut-être on en parlera. Pourquoi on a fait la déclaration contre la sortie de Charles Laurent? Ok, on va en parler. Si on n'était pas fort, parce que beaucoup ne connaissent pas le fondement de cette déclaration, on en parle. Il y a des choses qui se préparaient, mais il fallait qu'il y ait un syndicat véritablement fort pour casser tout ce qui a été préparé. D'accord. Pour terminer avec la HAC, vous savez, depuis l'année passée, on parle de dotation des journalistes à des cartes professionnelles. Où vous en êtes avec les autorités de la HAC? Les autorités de la HAC, on leur a tellement remonté des informations liées à ce problème de cartes professionnelles, notamment à l'intérieur du pays. Si à Conakry, une bonne partie des journalistes ont reçu leur carte, à l'intérieur, pour le moment, aucune carte de presse n'est partie. En tout cas, ils sont nombreux des journalistes. Hein? Vous comprenez? Oui. On a eu une rencontre avec la HAC, on a remonté les infos et on a posé le problème des freelances. Parce que ça aussi, c'est un autre problème qu'on n'évoque pas souvent. Les freelances n'ont pas été enregistrés parce que la HAC est passée dans les rédactions pour enrôler les journalistes. Et les freelances ne sont pas rattachés à une rédaction. Donc, du coup, ils avaient du mal à se dire comment est-ce qu'on va gérer notre situation. Quand on a posé le cas, on nous a dit que les journalistes freelance peuvent s'enregistrer au niveau du syndicat et à notre tour, on envoie la liste. On a fait ce boulot, mais là également, pour le moment, ça traîne. Vous comprenez? Et pour les autres journalistes, c'est-à-dire la démarche est bloquée depuis quelque temps. Il est très compliqué pour nous de savoir quelles sont les véritables raisons. D'accord. Peut-être vous pouvez les imaginer. Est-ce que c'est des questions qu'on se pose parce qu'il n'y a aucune déclaration officielle? Est-ce que c'est lié à ce problème de présumé détournement de fonds au niveau de la HAC, au président de la HAC et à son DAF? Oui, en tout cas, ça fait beaucoup de bruit. Tout est bloqué à ce niveau et les cartes, pour les avoir, ça demande de moi au niveau de l'imprimerie, par exemple. Vous comprenez? Ce n'est pas une information officielle, mais c'est des questions qu'on peut se poser. Ce qui reste clair, ça bloque et nous, on a remonté, on a interpellé. Et jusqu'à présent, voilà. D'accord. On termine cette émission avec la menace de Charles White, qui était la semaine dernière sur les médias, qui menace tout journaliste qui va tenir des propos déplacés. Comment vous appréciez cette sortie de Charles White contre les journalistes? C'était une sortie totalement ratée. Une sortie qui nous a fait comprendre que Charles était en train de dépasser les limites de ses prérogatives. Parce que c'est un procureur qui gère le parquet général de la Cour d'appel de Conakry. Et lorsque vous occupez une telle position, vous avez sous vos commandes tous les procureurs qui sont au niveau des tribunaux de première instance qui relèvent de votre sort judiciaire. Donc pour le cas précis de Charles Wright, ce sont les procureurs des tribunaux de première instance de Kaloum, Mafanko, Dixine et de toute la Basse-Guinée et puis toute la Moyenne-Guinée. Ça se limite là. Donc sur le plan territorial, ces prérogatives sont limitées, précisément au niveau de la Moyenne-Guinée. D'accord. Et sur le plan institutionnel, ces prérogatives sont limitées parce que ça ne s'étend que sur des juridictions de degré inférieur, les tribunaux de première instance, etc. Je les cite, Kaloum, Dixine et Basse-Guinée. Vous comprenez? Et même au niveau de ces juridictions, ces prérogatives sont limitées parce que ça ne s'étend pas sur tous les magistrats, c'est seulement le procureur. C'est pas une manière d'intimider la presse? Vous comprenez? Évidemment. Donc s'il menace jusqu'à aller demander des comptes à la HAC, on s'est dit attention, trop c'est trop. Il faut qu'ils comprennent que la HAC n'est pas un tribunal de première instance dont les procureurs relèvent de ses prérogatives. Les commissaires qui travaillent à la HAC aussi ne sont pas des OPJ, office de police judiciaire, dont les procès-verbaux doivent être transférés au procureur pour des fins de poursuite judiciaire, parce que quand un OPJ travaille,
il reçoit un dossier, il fait de ses auditions, le procès verbal est adressé au procureur. Le procureur engage maintenant des poursuites. Mais la HAC, quand la HAC finit son travail de monitoring, ce n'est pas transféré. La HAC ne rend pas compte. Son travail, c'est pour ses propres analyses, et voir est-ce que ce journaliste mérite d'être sanctionné ou pas. Si c'est à sanctionner, c'est elle-même qui va sanctionner. Mais elle ne transfère pas, elle ne rend pas compte. Mais on vous a vu encore adresser un message au niveau de la HAC. C'était quoi? Oui, la HAC, qu'est-ce que vous a demandé à la HAC d'être jalouse de son indépendance, parce qu'on ne peut pas comprendre que vous soyez là à observer quelqu'un venir piétiner votre indépendance et puis vous continuez à vous taire. On leur a demandé de faire une déclaration officielle pour désapprouver la démarche de Charles Wright. Sinon, beaucoup de confrères disent qu'ils sont en complicité. Et malheureusement, ça n'a pas été fait officiellement, même si on a eu des appels pour nous dire que oui, nous souscrivons à votre déclaration, vous avez parfaitement raison, et rassurez-vous qu'on ne se laissera pas faire. Mais nous, on a voulu que ça soit officiel. Si c'était un communiqué, c'était encore plus joli, quoi. Mais on ne sait pas, peut-être pour des raisons d'État, c'est eux qui savent entre eux, ils ont préféré nous appeler pour nous rassurer. Et la question a été même évoquée lors d'une plénière. Après votre sortie, là, il y a une rencontre qui était prévue entre vous et Charles Wright, non? Oui. Oui. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? La rencontre, vous savez, nous au niveau du syndicat, on est une organisation suffisamment responsable. On ne prend pas part à toutes les rencontres et la manière de nous inviter, voilà, il faut voir tout. C'était par téléphone, mais à la HAC, on nous appelle pour dire que oui, le procureur doit recevoir les organisations professionnelles de la presse. Venez rapidement, on tient à votre présence, surtout M. Pendessa. Donc, mais nous, on se concerte d'abord au niveau du bureau. On analyse, on cherche à voir certains contours de la rencontre avant d'aller. C'est ce qu'on a fait. On s'est rendu compte que ce sont certaines organisations patronales qui avaient demandé à rencontrer le procureur. Nous, on s'est dit non, on ne va pas. D'accord. Parce que si c'est le procureur, c'est lui-même qui avait pris l'initiative de nous inviter à cette rencontre, cela voudrait dire indirectement qu'il a pris conscience de ce qu'il a fait. Peut-être qu'il voulait corriger. Mais si c'est vous qui démarchez à aller les rencontrer pour nous dire quoi? D'accord, il y a quelque chose, il y a le non-dit. Maintenant que les journalistes sont dans les collimataires de la CRIEF, quel message avez-vous à lancer aujourd'hui aux journalistes? Plutôt des autres juridictions, parce qu'à la CRIEF, là-bas, ce sont des affaires de détournement qu'on juge là. Et puis, ils ne pensent pas que les journalistes peuvent être source d'informations pour... voilà, en dénonçant les cas de détournement et en même temps... Ils sont dans le collimateur, mais on l'a dit, comme on l'a dit aux confrères, qu'ils soient rassurés, ce n'est pas parce qu'on n'est pas allé au CNT qu'ils seront exposés. Nous, on sera là pour veiller au gré. Non seulement quelqu'un ne peut pas violer la loi pour mettre main sur les journalistes, mais même au cas où on tenterait de voter des lois à l'Assemblée nationale qui soient contraires aux conventions internationales auxquelles la Guinée a souscrit, on ne peut pas l'accepter parce que le principe est clair. Et quand vous prenez la pyramide des normes juridiques, il y a un certain classement qui fait que les traités et accords internationaux sont au sommet de la pyramide. Ensuite vient la Constitution, et puis les lois ordinaires, et puis le décret, etc., les ordonnances. Vous comprenez? La conséquence de cette pyramide, c'est quoi? C'est qu'un texte de degré inférieur ne doit pas être contraire à un texte de degré supérieur. Dans le cas espèce, c'est que si on adopte ici une loi qui soit... la constitution qu'on pourrait adopter éventuellement ici ne doit pas prévoir des dispositions qui soient contraires aux bonnes pratiques prévues par les conventions internationales, notamment dans le domaine de la presse. Donc toute loi qui sera votée et qui violerait les droits des journalistes, notamment la liberté de la presse, le syndicat sera là pour s'y opposer de la manière la plus catégorique. Il faut que cela soit clair. Donc, en tout cas, le message est compris. On est bousculé par le temps. Vous avez un mot à l'endroit de Guinée Buzz, un groupe média qui évolue depuis des années. Et pourquoi pas les travailleurs? Votre message? Oui, il faut dire que nous encourageons beaucoup ces médias parce que ce n'est pas encore nombreux dans ce pays-là. Des télé-web et surtout que vous avez pu résister pendant des années, même si le pays a quelques soucis de connexion qui fait que c'est
un peu compliqué, mais vous partez. Oui. On voit que vous réussissez à vous maintenir. Oui. Et puis le journal est instauré. Oui. Et je pense qu'à la longue, l'avenir vous appartient. Oui, bientôt sur un bouquet. L'avenir de la presse se jouera désormais sur le net. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Vous voyez déjà, les réseaux sociaux sont venus tout chambouler. Oui. En tout cas, tu peux suivre le journal un peu partout, à n'importe quelle heure sur les réseaux sociaux. Oui. C'est que quand vous prenez les téléordinaires, qui sont d'ailleurs obligés de s'adapter aujourd'hui, oui. Quand vous ratez l'heure du journal, quand ça vient, il se trouve que vous êtes occupé, vous ne pouvez pas suivre, oui, et puis c'est parti. Certains regardent même dans la voiture. Avec Guinée Buzz, par exemple, vous êtes maître de votre calendrier. Oui. Vous pouvez terminer tout ce que vous avez à faire, et puis vous rentrez chez vous, vous connectez pour regarder ce que vous avez raté. D'accord. Donc, dans l'avenir, quand il y aura un certain développement dans le pays, vous allez voir que l'avenir vous appartient justement. D'accord. Donc, du courage, continuez à persister. D'accord. Merci, camarade, d'être passé dans cette émission. Merci, camarade. Mesdames et messieurs, c'est ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Il y avait derrière la caméra Mohamed Lamine Touré et Mohamed Bangoura. Les programmes continuent sur Guinée Buzz. Au revoir et à bientôt.